Shalom à tous, je me présente, je m'appelle Sarah Grace, je suis née m'appelant Océane Grace Sarah. Aujourd'hui, 28 septembre 2024, je vais faire mon témoignage. Avant toute chose, je vais déjà prier et remercier Dieu parce que c'est une grâce qu'on soit en bonne santé, qu'on soit vivant, qu'on soit ici pour parler et pour témoigner. Alors Seigneur, je te remercie pour ma vie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour la deuxième repentance que je vais faire, Seigneur, Père éternel. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment, car ce n'est que toi qui donnes le moment, Seigneur, Père éternel. Même si j'aurais voulu le faire avant, c'est toi qui as donné le bon timing, Seigneur, car c'est toi le Dieu des temps et des circonstances, Seigneur, Père éternel. Je te remercie, Seigneur. Agréez cette deuxième repentance, Seigneur, Père éternel. Je te remercie, Seigneur, et que ce témoignage, Seigneur, puisse toucher un maximum de personnes, Seigneur, de cœur, Seigneur. Incline les cœurs durant ce témoignage, Seigneur. Et j'accepte les réprimandes ou les mauvais commentaires des gens. C'est pas grave, Seigneur, tant que moi j'ai la vie éternelle. C'est le principal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc maintenant, je vais passer à mon témoignage. Donc je vais vous expliquer, étant petite, donc j'ai grandi avec une maman dans le monde déjà. Ma maman faisait la fête, buvait, fumait, voilà. Elle avait des copines, mais comment dire, elle était copine, mais elle couchait avec les maris de ses copines. Enfin voilà, j'ai pas eu le bon exemple. Et du coup, j'ai aussi vécu la violence entre mon grand frère et ma mère. On allait dans une église évangélique, mais nous, on ne savait pas qu'on était persécutés par l'ennemi. Et du coup, pendant de nombreuses années, j'ai vu ma mère et mon grand frère avec des casseroles dans les mains, en train de se menacer, s'insulter, se cracher dessus. Enfin voilà, et moi je devais cacher ça à mon petit frère. Donc j'utilisais à mon petit frère, bon viens on va jouer, viens. Enfin je faisais tout pour pas qu'il voit ces scènes-là en fait, pour pas qu'il soit impacté. J'étais comme l'éponge dans tout ça quoi. Voilà. Donc j'ai eu aussi des troubles alimentaires. Voilà, j'ai commencé à être en surpoids. Vraiment je me réfugiais dans la nourriture. Et donc voilà. Ma mère a travaillé beaucoup, vraiment énormément. Donc c'est moi qui m'occupais de la maison, c'est moi qui m'occupais de mon petit frère. On allait aussi chez les nounous. Mais à un moment donné, on était tellement maltraités chez les nounous que ma mère elle m'a donné la responsabilité. Donc j'avais 8 ans et mon petit frère il en avait 6. Et je devais gérer la maison et l'école, les levées, les déjeuners, l'habiller, enfin voilà. Comme une petite maman quoi au final. J'ai grandi comme ça. Voilà, j'ai beaucoup souffert du manque d'amour de ma maman parce qu'elle me faisait pas de câlins et surtout ce qui m'a vraiment blessée, impactée quand j'étais petite, c'est qu'à chaque fois qu'elle allait boire un café chez quelqu'un devant moi, bon elle devait pas le faire exprès, elle s'en rendait pas compte. Vous savez quand on est dans le monde, le diable il utilise toutes sortes de choses pour vous casser hein. Du coup, elle disait à tout le monde, en faisant voir mon petit frère, lui, c'est mon chouchou. Oui, oh, mon chouchou, mon petit dernier. Ah oui, je l'aime. Elle lui faisait des câlins, des bisous. Bon, lui, il était toujours sur ses jambes, bisous, câlins et tout. Et moi, me calculais pas trop, mais je sais qu'elle m'aime, qu'elle m'aimait, mais elle me calculait pas tant que ça, quoi. C'était plus, j'étais sa remplaçante quand elle était pas là, quoi. C'est plus comme ça que je l'ai vue. Mais mon petit frère, j'en étais pas du tout jalouse, bien au contraire, c'était mon fils. J'aime beaucoup mon petit frère, j'aimais beaucoup mon petit frère, m'occuper de lui, j'étais très maman poule déjà, très jeune. Voilà. Donc étant enfant, à partir de 5 ans, j'ai commencé à vivre l'impudicité. Mon frère et moi, nous nous sentions nos parties intimes et une fois mon frère m'a léché ma partie intime. Et quand j'entendais ma mère faire un rapport, cela m'excitait, je ne savais pas pourquoi. Et je reproduisais ça sur ce schéma sur ma poupée. Voilà, je me suis fait tabasser à coups de ceinture à 6 ans. C'est la chose qui m'a traumatisée aussi quand j'étais petite. C'est que je voulais faire un bisou à ma mère, je faisais une colère dans mon lit. Comme un enfant de 6 ans qui veut un bisou et sa mère ne veut pas ou n'a pas le temps, quoi. Et moi, je veux un bisou. Enfin, je criais, je pleurais. Enfin voilà, j'étais vraiment déterminée à avoir mon bisou.
Et là, il y a un homme qui est venu, qui m'a tapé à coups de ceinture et tout, juste parce que je voulais un bisou. Voilà. En tout cas, voilà. Après, dans ma tendre enfance, je dormais souvent chez une dame. Et elle disait à ma mère que je dormais les yeux ouverts. Et du coup, elle a demandé à ma mère, c'était une musulmane, hein, je précise. Elle a demandé à ma mère, elle a demandé à ma mère si elle pouvait mettre du sucre dans ma main et prier pour moi et annuler le mauvais œil. Elle disait que c'était le mauvais œil et tout. Donc ma mère elle a dit oui, hein, totalement. Donc ça s'est passé, hein, la femme, pendant que je dormais, je sais pas, moi j'étais inconsciente. Pendant que je dormais, elle a pris ma main, elle a prié, enfin, elle a dû mettre du sucre. Je crois que c'était 3 carrés de sucre, il me semble. Il parlait de ça dans la cuisine. Je m'en rappelle un peu. Et voilà, donc voilà, déjà ça, une consécration démoniaque. Hein. C'était clairement une consécration. À mes 8 ans, la journée, je regarde les gens. Et je sais pas si c'est un don, si je sais pas. Mais en tout cas, la journée, quand je regarde les gens, je sais la scène d'après qui va se passer. Une fois, ma mère, elle faisait la vaisselle. Et je lui ai dit, et là, tu vas casser le verre. Et au même moment que j'ai dit ça, ma mère, elle a cassé le verre. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais tu portes la poisse, toi. Et j'ai dit, non, maman, c'est parce que je l'ai vu la scène. Ma mère, elle a pas prêté attention, elle a pas fait gaffe, quoi. Elle a dû dire, c'est un enfant, elle raconte des salades, quoi. Enfin, voilà. Et plus tard, j'ai arrêté parce que ça commençait à me faire peur, en fait. Je pense que je voyais, je me rappelle plus à cette heure-ci, mais je devais voir un peu plus que 3 secondes et j'ai arrêté j'ai arrêté totalement et ça s'est arrêté, quoi. Plus jamais c'est revenu. Voilà. Donc quand j'ai dit, j'ai tombé dans la pudicité très très jeune, donc plus tard, j'étais encore enfant, j'ai couché avec un garçon de plus grand que moi, de 5 ans. C'était le frère d'une copine à moi. Voilà, donc on a couché ensemble pendant des années. Bon, après, on était des enfants, je sais pas si ça a fait quelque chose ou quoi, mais bon, on a eu rapport en tout cas. Après ça, j'ai vécu beaucoup d'abus. J'ai vécu 2 abus de la part d'un vieux. En fait, je dormais chez lui et je devais dormir dans son lit. Je me rappelle, ça me dégoûte à cette heure-ci. Je devais dormir dans son lit et je sais pas ce qui lui est arrivé d'un coup. J'étais allongée, il m'a écarté les jambes. Enfin voilà, il m'a léché mes parties intimes. Moi je disais arrête et tout. Enfin, mais bon, il avait de la force, c'était un homme hein, quand même. Donc voilà. Et après, à l'adolescence, il y a un garçon qui m'a fait voir ses parties intimes et qui m'a touché la poitrine. Et il y avait un adulte un jour aussi qui est venu chez moi. Je me suis assise sur lui, on s'était frotté. Voilà, après ça, il y avait un adulte qui m'avait touché au niveau de la poitrine, également un autre adulte. Donc vraiment, c'était vraiment l'impudicité. Hein. Et il y a un jour, j'étais au WC chez des amis et j'ai eu l'idée il y a le chien qui me suivait, un petit chien. Hein, et j'ai dit, je vais essayer de lui faire lécher mon sexe, voir comment ça fait. Et du coup, le chien est venu me lécher mon sexe. Mais ça c'est arrivé qu'une fois. Expérimentation, quand j'étais petite, je sais pas pourquoi. Voilà, j'étais centrée sur le sexe. Et voilà, donc ma vie aussi également, dans ce logement, dans cet appartement-là, de mes 6 ans et demi à mes 13 ans et demi, c'était attaque sur attaque. Donc je voyais des démons, je vivais des choses toutes les nuits. C'est vraiment la dernière nuit qu'on allait déménager que j'ai vécu quelque chose de spirituel. Et une nuit, j'avais appelé ma mère. Et il y a ma mère qui est arrivée d'apparence, ma mère. Et en fait, je paniquais parce que j'étais bloquée sous les draps. Donc je criais, ah maman, j'avais chaud et tout. J'avais l'impression que j'ai étouffé. Et quand j'ai retiré la couette, les draps et tout, j'ai vu ma mère. Mais ma mère qui regardait dans le vide et je disais, maman, viens m'aider et tout. Donne-moi de l'eau. Enfin, j'appelais à ma mère. Et vraiment, c'était pas ma mère. Parce que, comment dire, c'était ma mère d'apparence, mais elle me regardait, mais elle bougeait pas. Elle était en robe de nuit, comme elle mettait ma mère avant. Et il y avait pas de réaction. Et là, j'ai tout de suite compris que c'était pas ma mère et tout. Et après, la femme, elle est partie, mais
comme dans les films d'horreur. Vous savez, enfin, avant je regardais des films d'horreur avant d'être en Christ, et c'est comme un démon debout comme ça à la porte et qui disparaît après. Donc voilà, c'était vraiment flippant quoi. En fait, c'est un démon qui avait pris l'apparence de ma mère. Et une nuit, alors dans ce logement-là, il faut savoir que les démons avaient accès à allumer la lumière. Ils avaient vraiment beaucoup de force dans cet appartement-là, les démons. Mais ils n'avaient pas la force de nous toucher. À part par des objets ou des trucs comme ça, mais ils ne pouvaient pas nous atteindre, nous. Dieu, je pense que déjà Dieu là ne permettait pas. Et un jour, je dormais, et là il y a ma lumière qui s'est allumée, et j'ai vu je me suis vue moi, avec les vêtements que j'allais mettre le lendemain. Et moi, j'ai pas fait, enfin, je sais pas, j'étais petite, je sais pas, je sortais de mon sommeil, je sais pas. En tout cas, j'ai suivi la petite fille. Et après, quand elle est partie dans le couloir, j'ai tourné ma tête à droite, à gauche, disparu. J'ai couru comme j'ai jamais couru dans ma vie. J'ai plongé dans mon lit, couette sur la tête, sueur froide, respiration comme ça et tout. Enfin, vraiment, c'était un truc de ouf, quoi. C'était vraiment, waouh. Il m'est arrivé un truc de dingue. Et souvent, la nuit, quand je dormais, il y avait un enfant, un petit enfant, démoniaque, hein, qui était à côté de moi, de mon lit, et restait là toute la nuit. Et je sais pas pourquoi, je ne sais pas. Voilà, je sais pas du tout pourquoi j'avais ça quand j'étais petite en tout cas. Et un jour j'ai changé de chambre aussi. Et dans cette chambre-là, quand j'ai joué à la poupée, c'était comme une salle à manger, mais on l'avait aménagée en chambre. Et je jouais à la poupée. Et d'un coup, il y a une chose qui est rentrée dans mon corps. Ça m'a donné un vertige. Et après ça, ma vie, elle a totalement changé. J'ai commencé à être alimentée par la haine, la colère, les insultes. J'ai commencé à faire n'importe quoi, à taper. J'aimais bien taper, j'aimais bien quand la personne elle disait « Aïe, tu m'as fait mal ». Je sais pas pourquoi. J'aimais bien quand la personne me disait « Aïe, arrête, ça m'a fait mal ». J'aimais bien mettre, par exemple, des coups de poing dans le milieu là. En bas de la cage thoracique, ça coupait la respiration des gens, j'aimais bien faire ça. Voilà, c'était vraiment bizarre. Adolescence, je suis rebelle, je rentre tard le soir, je traîne avec des garçons, des majeurs, des délinquants, hein. Franchement, clairement, ça fume, ça boit. J'habite dans une cité, déjà de base, je grandis dans une cité. Des filles de mon âge, mais qui sont déjà, qui connaissent déjà le milieu de la rue, hein. Donc moi je les suis. Je les suis non pas parce qu'elles connaissent la rue, je les suis parce que c'est des filles qui me comprennent. C'est des filles très gentilles, c'est des filles qui me donnent cet amour en fait au final. Voilà, ah t'es comme ma sœur, je t'aime. Voilà, alors que chez moi j'avais pas ça, j'avais pas cet amour d'une maman qui me disait je t'aime et tout. Moi, elle m'a déjà dit je t'aime dans ma vie. Mais quand je rentrais chez moi, c'était plus, elle criait sur moi. Je rentrais à peine, ma mère a crié, j'avais déjà envie de sortir de chez moi. Enfin, c'était vraiment pas accueillant pour moi chez moi. C'était plus un lieu de dispute et tout. Donc quand je suis dehors, je vis ma best life en vrai, hein. Je vais pas vous mentir, j'étais tranquille, libre, je disais ouais, j'aimerais bien faire de cette vie ma vie quoi, une vraie vie quoi, sans avoir une mère qui crie derrière toi, sans tout ça quoi. Donc j'ai commencé à décider avant cette période-là, à 13 ans, ma mère décide de me faire connaître mon pseudo-père. Après, plus tard j'apprendrai que c'est pas lui mon père. Un jour, j'ai 13 ans, ma mère elle me ramène devant un homme et elle dit tiens, ça c'est ton père. Et elle parle à cet homme alors que je l'appelais tonton dans le quartier. Ça devient mon père quoi. Et du coup là je vais vivre vraiment un mal-être. Un mal-être arrive en moi. En fait je suis perdue. Maintenant j'ai un père, il est noir alors je suis blanche. Vraiment je comprends plus rien, je lui ressemble pas. Voilà, je me pose plein de questions. Ma mère, elle m'assure que c'est mon père, mais moi, au fond de moi, je sais pas, il n'y a pas on dit que quand on a un père qu'on connaît pas, le sang appelle le sang. Là, le sang, il appelait pas du tout le sang, là.
Vraiment, il était grand, j'étais petite, enfin, j'étais blanche, il était noir, enfin, voilà, c'était vraiment l'opposé de moi. Au début, j'ai pas cru, mais quand ma mère elle m'affirmait, et puis elle jouait avec, ma mère, elle disait, mais regarde, t'as une fossette au menton, il a une fossette au menton, le groupe sanguin c'est le même, mais bon ça le groupe sanguin, même le voisin il peut avoir le même groupe sanguin. Du coup elle me disait si c'est lui ton père, c'est lui ton père, enfin elle me forçait à accepter en fait. Donc j'ai accepté, mais au fond de moi j'ai pas accepté, j'ai fait un déni, hein. Clairement donc là à partir de ce moment-là, je reste un mois chez lui, ça va pas, enfin voilà, après moi je veux partir et je retourne chez ma mère et à ce moment-là, c'est là que tout part en cacahuète. Donc là, déjà, je fréquentais des gens pas fréquentables, mais il y avait une rupture pendant un mois. Mais là, quand je reviens, ça va être le pire. Là, je vais commencer à fumer la drogue, le shit. Je vais boire l'alcool. Je vais aller dans à des soirées qu'on a failli de tuer des gens. Euh, Franchement, à un moment donné, je sais pas si c'est l'intervention de Dieu dans ma tête ou quoi. J'ai dit au gars, arrêtez, on va prendre 30 ans de prison. Enfin, vraiment, ils avaient séquestré un mec dans une baignoire. Ils lui cassaient des ampoules sur la tête, ils lui rasaient le crâne, les sourcils. Et à un moment donné, il y a un mec, la tondeuse, il a voulu l'acheter dans l'eau. Et j'ai dit non, stop! Et je commence à dire, on va prendre 30 ans, ça va pas, là, on est tous bourrés et tout, mais en fait, si tu jettes ça dans l'eau, le gars, il va finir électrifié, enfin, électrocuté. Et nous, on va aller en prison et tout. Moi, j'avais 15 ans à ce moment-là. Je dis, vous êtes des dingues et tout, faut arrêter, on arrête tout et tout. Et le retour à la pseudo-normalité est revenu, quoi. Voilà, donc moi, ma vie, c'est les fugues. Je n'accepte pas l'autorité parentale parce que j'ai ma mère, mais je me dis, je demande un truc à ma mère et quand elle me dit non, je me dis, mais si mon père, ça se trouve, il aurait dit oui. Donc j'écoute que la pseudo-voix de mon père. Et donc je m'interdis rien. Même quand ma mère elle me dit non, moi je me dis oui. Donc j'y vais en fait. Je suis rebelle. Et ma mère, elle en a marre, elle galère et tout. Enfin voilà, elle est toute seule avec. Là, il reste plus que moi et mon petit frère aussi. Du coup, il fait comme moi, donc il part aussi dans la délinquance. Donc, excusez-moi. Donc, clairement, quand ma mère elle vient me rechercher en garde à vue, on arrive chez nous, la police rappelle une deuxième fois. Ma mère a dit, mais non, j'ai déjà ma fille. Mais la police dit clairement, bah non, vous en avez un deuxième, il faut aller venir le rechercher. Donc vraiment, ma mère, entre commissariat, les commissariats, le travail, les commissariats, le travail. Un jour, elle en a eu marre. Mon grand frère est venu fouiller dans ma chambre, il est tombé sur des barrettes de cannabis. Hein. Et il les a pris, s'en est débarrassé. Et là, ma mère, elle écrit à la juge. Hein. Elle va dire tout ce que je fais, les délits. Aussi, quand je vole dans les magasins, parce que je suis une très grande voleuse dans les magasins. Et du coup, ma mère dit tout à la juge des enfants. On a un rendez-vous. La juge décide de me placer. Et durant cette adolescence-là, une chose se passe. C'est quand j'ai des pertes blanches, je sais pas pourquoi, je les mange. Et je sais pas ce qui se passe dans ma tête, l'odeur, je sais pas. En tout cas, je les mange. Et ça m'est arrivé jusqu'à ce que je vienne à Christ. Et Christ m'a délivré. Voilà, donc c'est horrible, hein, je sais, hein, ça va dégoûter des gens, mais moi j'assume ce que je fais en fait. C'est des aveux et un témoignage que je fais en même temps. Dieu m'a donné grâce, donc je dis tout. Les gens qui veulent juger, vous pouvez juger. En tout cas, vous referez pas ma vie et vous referez pas mon avenir, tout simplement. Donc je suis placée. Un soir, donc j'ai un petit ami qui va me laisser parce que je suis très grosse et il m'a dit que il peut pas sortir avec une très grosse. Donc comment dire, un soir je revois cet ex du coup, mais j'étais très très amoureuse toute la nuit. Ça a commencé mes nuits dans mon sommeil avec un homme. C'était lui dans mes rêves, il me prenait tout le temps dans les bras. Lui, c'est ce garçon parce que j'en étais follement amoureuse. Et un soir, je le revois et tout, et on va coucher ensemble par voie anale. J'accepte parce que je suis one love de lui. Enfin, je peux pas, comment dire, je peux pas lui dire non à ce garçon-là. Je sais pas, voilà.
Donc après ça, bah, je vais au foyer, hein, c'est clair. Je suis pas là la semaine, je suis là que le week-end. Et vu que j'ai des tendances impudiques, avec bah, déjà dans mon adolescence avec une copine, on s'est touché, voir et tout ce que c'était. Enfin, j'ai mis j'ai mis des doigts et tout pour, enfin vraiment pour expérimenter le truc à le corps d'une fille. Enfin, on a expérimenté ça avec une fille, je vais réexpérimenter ça avec une autre fille dans mon foyer, mais dans le foyer où j'étais, mais il y aura pas la pénétration. Voilà, c'est les, voilà. Donc à 17 ans, bon bah là je suis enceinte, je rentre la semaine et le week-end je vois un garçon et je tombe enfin relation pansement, donc je tombe amoureuse à la longue pour oublier l'autre. Vu que l'autre je sais que c'est impossible, donc voilà, je vais tomber amoureuse d'un autre garçon pour remplacer l'homme que j'ai tellement aimé étant jeune. Et donc voilà, et un jour je pars en vacances. Enfin déjà je sors avec ce garçon-là, donc voilà, on se voit le week-end. C'est comme si que je sais que c'est, bah voilà, on est ensemble pour un plan sexe, hein, c'est clairement ça, je suis son plan sexe, hein. Lui je suis là pour le soulager, mais c'est comme si que je veux aller plus loin. Et lui, il me dit tout dépendra de toi, ton comportement, si on va plus loin. Donc en fait, le gars, il me donne de l'espoir. Donc je me dis, bon, je suis avec lui pour me sentir aimée. Maintenant, je sais que c'était pour me sentir aimée, chose que je n'avais jamais ressentie. Quelqu'un même me fait des câlins, des bisous et tout. Donc vraiment, c'était pour ça. C'était vraiment un problème, ça, le manque d'amour. Ça a vraiment fait une carence dans ma vie. Et un garçon, il prenait dans ses bras et tout, ça y est, je tombais amoureuse. Mais à l'intérieurement, je savais que j'étais pas amoureuse. Enfin, c'était trop bizarre. La sensation, vraiment bizarre. Il y a beaucoup de filles qui vont écouter ça, qui vont se reconnaître. Je le sais. Et du coup, un jour, je vais dans le sud travailler. Et là, je vais tomber enceinte. J'ai un petit ami là-bas. Et c'est pareil, je l'aime, je sais pas, j'aime comme ça, moi. J'aime, voilà. Et lui, je vais tomber enceinte de lui. Mais je savais pas. C'est quand je vais remonter dans ma ville natale, à Reims, que je vais voir que je suis enceinte déjà de 3 semaines. Donc je vais mentir et je vais faire passer le garçon là pour le père. Et lui, il va me dire non et tout. Je vais dire si, c'est toi le père. Enfin vraiment, mythomane la fille. Tout faire pour pas le perdre en fait, parce qu'il m'a dit que c'était enfin il m'a fait comprendre que si moi je suis sérieuse, il serait sérieuse. Il m'a dit on reste ensemble, tout dépendra de toi. Donc vraiment tout repose sur mes épaules. Donc à ce moment-là, je dis non, je peux pas le perdre, je vais être toute seule. Enfin voilà, j'étais perdue. Donc voilà, je suis enceinte, mais je suis encore au foyer, hein. J'ai eu la main levée de la juge en février 2010. J'étais enceinte, février, mars, avril, mai. J'étais enceinte de 6 mois. Donc voilà, donc je vais au foyer la semaine, le week-end, je le vois et tout. Enfin, à un moment, je le verrai plus parce qu'il va tomber en prison quand je serai enceinte de 3 mois. Donc voilà. Et il y a une fille là, parce que je passe au groupe pendant les vacances, un groupe indépendant autonome, vu que je suis enceinte. Ils me disent, bon, elle va expérimenter sa vie en autonomie, alors qu'ils ne savaient même pas mon passé, que j'étais déjà autonome à 8 ans. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, ils me passent en autonomie pendant les vacances scolaires. Et en octobre, en décembre, enfin voilà, en octobre plutôt. En octobre, oui, pas en décembre. En octobre, je suis en autonomie. Et donc là, il y a une fille, une Algérienne. C'est pareil, arrivée à mon âge, 12 ans, 13 ans, en 13 ans, je décide, vu que mon soi-disant père, il est musulman, donc maintenant je suis musulmane. Donc voilà, j'ai pas encore fait la prière, mais ça va arriver vers l'âge adulte. Donc voilà, et vu que cette fille-là, elle est algérienne et moi, mon père, il est censé être marocain, et moi je suis marocaine. Et algérienne, marocaine, ils s'entendent pas, sauf que nous on s'entend super bien, on rigole et tout. Enfin voilà, en plus elle est plus grande que moi déjà, donc c'est vraiment une grande sœur quoi. Et puis voilà, du coup, voilà, elle me prend sous son aile entre parenthèses, mais elle est aussi dévergondée que moi. Donc elle me dit ah mais viens et tout. Un soir elle vient dans ma chambre qu'on m'avait prêtée, et là il y avait une douche et tout. Et elle me dit
cette fille-là me dit, mais tu t'as déjà essayé de te masturber et tout? Et je dis, comment ça? Je dis, c'est que les bonhommes qui font ça. Elle me dit, non, non, tu mets... Bon, elle m'explique comment faire, je vais pas dire là, je vais pas donner des mauvaises idées. Hein. Et elle me dit comment faire et tout sous la douche, et je tomberai dans la masturbation. Donc j'avais 16 ans, 17 ans. J'avais 17 ans, je tomberais dans la masturbation à cause des mauvais conseils. Voilà. Et je commence à le faire une fois, ça fait bizarre la première fois. Je pense que toute première fois, ça fait bizarre de toute façon. Et puis après, je tombe 2 fois. Des fois, je peux me le faire 5 fois, 10 fois. Une fois, j'ai fait 10 fois. Non, mais complètement. Et en fait, c'est ça. C'est juste avoir l'orgasme qui produit l'effet d'addiction, en fait, de ça. Et c'est pareil, j'ai eu ma délivrance en 2022 de ça, par la grâce de Dieu. Et bon, bah, après ça, du coup, je suis en couple avec le garçon qui est en prison. Donc voilà, je ferai des parloirs, ma peine de cœur guérie. Et donc voilà. Après ça, un jour, il va me taper, mais avant que je sois enceinte, mais je vais lui pardonner. Et un jour, je tombe dans son téléphone. Et là, le numéro enregistré, c'est écrit un gros mot. Alors moi, ça me choque, mais ça me choque sans me choquer. Mais en fait, au fond de moi, je le sais, mais je veux pas le voir, en fait. Enfin, vraiment le déni, quoi. Après ça, donc le garçon, il est en prison. Donc je fais ma vie, je retourne chez ma maman, j'ai la main levée. Et bah, je fais les parloirs. Cette personne-là sort de prison. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais vivre. La personne sort un 7 août 2010 de prison. Le 10 août 2010, il m'aura tabassé, mais comme jamais. Un mec extrêmement violent qui m'aura écrasé la tête par terre avec ses basques, sa chaussure. Je saignais du nez. D'ailleurs, à un moment, sa sœur, elle est rentrée. Elle m'a regardé en sang. Elle a dit... C'était hilarant, franchement, quand je vois ça. Je me dis, mais comment on peut être sans pitié comme ça? Elle a dit, ah, mais on croyait que vous avez égorgé un cochon. Enfin, voilà, j'étais pas dans une pseudo-belle famille correcte. Je vis comme ça jusqu'à mes 23 ans. Donc, je vais avoir un autre enfant à mes 19 ans. Une petite fille, mais... Je voulais avorter, je voulais pas garder, je voulais reprendre ma vie en main parce que cette personne-là, il faisait que de me tromper, me taper, me tromper, me taper, m'insulter dans la rue, me gifler dans la rue. Les gens, ils bougent pas, ils me regardent, me faire humilier dans la rue, me rabaisser même chez moi. On vit ensemble, donc c'est aussi chez lui. Un jour, il m'a jeté dehors. C'est des mecs de quartier qui ont sonné chez moi, qui ont dit mais t'es un ouf toi, tu l'as fait rentrer chez elle. En plus de ça, il y a un bébé, mais lui, vu qu'il était en soirée, avec son cousin en train de boire de l'alcool, il était en soirée chez moi, hein, le gars. Enfin, chez lui aussi, du coup. Mais voilà, du coup, il m'avait jeté dehors parce que j'avais dit c'est bon, faut arrêter, là, ça va réveiller la petite, etc. Et donc voilà, je vis ça, une vie comme ça. Et puis un jour, je suis enceinte en fin de grossesse. Après ça, j'accouche. Ma fille, elle aura 1 semaine quand il tombera encore en prison. Donc malgré ça, je vais commencer à trouver du travail. Un jour, je me fais cambrioler à cause de lui. Parce que bon, quand dans les prisons, il se passe quelque chose, ça se répercute sur la femme dehors. Hein. Clairement, ils sont sans pitié dans ce monde-là. Du coup, un jour, je me fais cambrioler. Et j'ai affronté la personne qui m'a cambriolé. Voilà quoi, j'avais menacé de me battre avec et tout. Enfin, j'étais vraiment une lionne quoi à ce moment-là. J'avais pas le choix, c'était la loi de la jungle avec 2 enfants. Et ma deuxième, du coup, j'en avais pas voulu. Je voulais m'en sortir et j'avais décidé d'aller au planning familial pour avorter. Et en fait, j'ai pas eu le cran en fait parce que c'était un terme où il faut le faire par aspiration et j'avais peur qu'on m'endorme et tout, donc j'ai gardé l'enfant. Mais j'avais rejeté ma grossesse. Tout le long de ma grossesse, j'ai rejeté. J'en voulais pas, je voulais pas. Et après ça, j'ai accouché, donc cet homme-là, il est parti quand ma fille, elle avait 5 jours en prison. Et en prison, là, il me missionne, hein, clairement. Il voit que je suis trop amoureuse de lui, que je peux tout faire pour lui. Donc là, il va me dire, tu me rends des téléphones, la drogue, à manger,
même le sexe au parloir, enfin voilà comment je vais vivre ça. Il manque de rien, je travaille, je me prive même pour lui envoyer des sous. Voilà, je mange pas parce que à un moment dans ma vie, pendant 3 mois, je vais aller en soirée. Donc je pense qu'à boire. Et comment dire, et je m'oublie de manger. À un moment, je dis à ce copain-là, bon, moi, je vais aller en soirée avec mes copines. À cet homme-là, donc il m'a tabassé au parloir, donc j'ai dit allez hop, vu qu'il m'a tapé, il m'a pas tapé pour rien, donc moi je vais décider d'aller en boîte avec mes copines, de toute façon je vais rien faire. Et ce soir-là je suis partie en boîte et tout, mais j'ai pas rien fait, j'ai fini avec un garçon, enfin voilà, je vais vous épargner des détails. Et je m'amuse du mardi soir au dimanche, comme je vous ai dit, je suis pas fidèle du coup, je commence à tromper, je m'en fous. Vraiment, moi c'est les 3 mois de soirée non-stop, je vis la nuit et la journée je travaille, je m'occupe de mes enfants, je les emmène à la crèche, je gère tout, la maison, tout ça, alors que je me gère pas moi-même. Ça c'est paradoxal, j'arrive à tout gérer, mais moi-même je me gère pas. Après je tombe enceinte, je vis la galère, la violence, donc je décide de retourner chez ma mère, elle veut bien, alors je vais chez elle. Je suis enceinte, Du coup, d'un coup, ma mère, elle change d'avis, elle peut plus me garder, j'ai plus de logement, j'ai plus rien. J'ai mes 2 filles, donc je vais chez la mère de cet homme-là. Elle va me faire la misère, elle va monter la tête à son fils, il va me taper, m'humilier avec mes enfants. Je peux pas me nourrir parce que lui, il me prend mon argent pour s'acheter des plaquettes de shit, c'est clair, ça coûte cher. Enfin, ça dépend de quel degré de bolos on est. Vu que lui, c'était un bon bolos, ça coûtait cher. Donc, je me prive, etc. Donc, pour lui donner cet argent. Et là, je retourne chez ma mère et je vais accoucher du petit garçon. Et voilà, donc après, je retourne encore chez la dame. Je sais pas ce qui va m'arriver. Je me dis, mais en fait, je vis par... Qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui? Est-ce que je vais prendre une claque, un coup de poing, un coup de pied, une balayette, tirer les cheveux, une insulte, un mec bourré qui va crier pour pas que tes enfants dorment la nuit? Je vais vivre quoi aujourd'hui? C'est vraiment, je vis tous les jours avec qu'est-ce que je vais vivre aujourd'hui? Comme si que il faut que je m'attende à quelque chose quoi pour survivre quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais cette sensation-là, elle est vraiment, je le souhaite à personne. Et en fait, j'étais dépendante affective. Ça veut dire que le garçon, il me tapait, je me séparais et je revenais. Parce qu'il me manquait. Mais une fois que j'étais avec lui, il me manquait plus et je le détestais, oui. Il me dégoûtait, on se prenait la tête, enfin voilà, c'était vraiment paradoxal. J'étais loin de lui, il me manquait, j'étais avec lui, je le détestais. Voilà. Des fois, voilà, le diable, il est aussi dans ces choses-là. Et du coup, un jour, cette femme-là va me dire, je peux plus te garder, donc il va falloir que j'aille chez une amie qui me prend exceptionnellement. Elle me dit, t'as 1 mois pour partir de chez moi. Donc, juillet 2014, je trouve un logement dans un quartier, donc toujours avec ce même mec, ce même garçon, ce même homme plutôt, parce qu'il a 50 plus que moi, donc j'en ai 32, non, là j'en ai 32, mais avant j'avais une vingtaine, donc lui il avait déjà 25, 28 ans. Voilà, donc je trouve un logement, voilà, je vis toujours des violences. J'appelle ma mère la nuit, la pauvre. Ma mère, je l'appelle la nuit, elle court de où elle habite, ses résidents, jusqu'à chez moi, avec au téléphone la police, venez aider ma fille et tout, là. Enfin, vraiment, la pauvre, elle arrive, le type, il est déjà parti, elle arrive, elle me dit, t'inquiète pas, ça va aller. Enfin, ma mère, moi, elle est âgée, déjà, elle avait 36, 37 ans, donc... elle est déjà âgée à ce moment-là et la pauvre, toutes les nuits, son cœur, il palpite, il bat, elle court. Enfin, elle aussi, elle a une vie pourrie quoi à cause de moi, clairement. Et dans cette relation, voilà, je me suis fait détruire, tromper, blesser, trahi, humilier. M'a même plusieurs fois craché dessus. Et une fois, il est même parti voir une prostituée. Il m'avait donné des sous. Pour ça, l'homme qui donne des sous tant que t'es pas marié, faut même pas avoir confiance. Parce qu'il m'a donné des sous, 300 €, et on s'est pris la tête. Il m'a repris les sous,
Mais bon, c'est pas grave parce que moi, je suis pas une personne qui est accrochée à l'argent. Moi, tu me donnes 1000 euros, tu les reprends, ça me fait ni chaud ni froid. Je vais pas dire non, c'est à moi, tu m'as donné trop tard. Pas du tout, je lui ai rendu et il m'a dit tu appelles le taxi. Donc j'ai appelé le taxi, je l'ai écouté et quand la femme a dit monsieur va où, j'ai dit tu vas où, et là il a donné la rue où il y a les prostituées. Et du coup j'ai même pas réagi ce jour-là. Là je me suis dit là c'est le début de la fin. Et quand il est parti, j'ai dit bah alors là le gars c'est terminé, hein. Là le gars j'en veux plus. Il va voir une prostituée, c'est mort. Parce que moi avant je jugeais beaucoup, hein. Pour moi la prostituée c'était la femme qui avait le sida, maladie incurable. C'est sûr t'allais voir une prostituée, t'allais pas me retoucher derrière, c'était mort. Je voulais pas de maladie alors que j'avais aussi beaucoup de partenaires, donc c'est aussi paradoxal vraiment. Enfin, en fait ce qui était positif pour moi, je le prenais. Ce qui était négatif, je le rejetais. Donc les jugements que je faisais aux gens qui faisaient ça, je jugeais, alors que moi-même, je faisais pas mieux. Enfin, voilà, des fois, l'humain, il est vraiment compliqué. Et du coup, voilà. Et le lendemain, quand tu vas vouloir rentrer chez moi, je vais clairement dire, c'est mort. Tu rentres plus, c'est terminé. Mais bon, après, je suis plus avec. On est séparés, mais il va quand même venir chez moi. Et on va quand même avoir notre vie voilà, de fornication. Et du coup, quand il se passe tout ça, je suis en dépendance affective. Lui, il est addict à fumer son joint le matin. Donc ça veut dire que tous les matins, durant toute ma vie avec lui, je vis le matin, il se lève, il est énervé. Il insulte tout le monde, même les enfants. Il ferme la porte de la cuisine. Et tant qu'il n'a pas fumé dans la cuisine, on ne peut pas lui parler, on ne peut pas rentrer faire le petit déjeuner. Moi, je prends des coups et je prends des insultes. Donc, j'attends avec mes enfants dans le salon en attendant que lui termine pour que nous, on aille pouvoir, que je puisse faire le petit déj des enfants. Et du coup, ça devient très conflictuel parce que ma mère, du coup, vu que je l'appelle au secours, elle se permet de se mêler comme une maman de ma vie de couple. Alors, elle l'insulte et tout parce qu'elle a la haine que je vive la misère, donc elle l'insulte. Et ma mère, elle m'aide financièrement. Donc, elle se permet de dire à ce garçon-là des choses pas... des insultes, hein, quoi. Elle lui dit clairement que c'est un bon à rien, version vulgarité. Voilà. Et quand elle part... Donc lui, il se prend la tête avec elle quand elle lui dit ça, mais quand elle part là, c'est moi, je me fais défoncer. Franchement, je me fais pas taper, je me fais défoncer. Souvent, je vais pas vous mentir, souvent j'ai pensé au suicide, hein. Mais je voulais me suicider, hein. Même quand j'ai eu mon permis, je me disais allez, je fonce à 130 sur l'autoroute, je me tape une barre de sécurité et tout, mais j'ai jamais eu le cran en fait, j'ai jamais eu le cran déjà de me suicider, j'ai jamais eu ce courage. Et je voulais pas laisser mes enfants. Je voulais pas laisser mes enfants. Donc ma mère un jour elle va me dire, il va falloir que tu t'en sépares. Et là je vais lui promettre qu'avant les 3 ans de mon fils, je me séparerai. Et donc à un moment je décide de passer mon permis, chose que j'aurai bien sûr. Merci Seigneur. J'ai eu mon permis, mais mon permis m'a coûté des mois de galère. J'étais seule avec des enfants. J'étais seule sans être seule parce que j'étais en couple, mais j'étais seule. Ça veut dire qu'à 20 minutes ou 10 minutes d'aller passer mon heure de conduite, monsieur décidait de m'embrouiller et il partait. Ça veut dire que moi, il me restait 10 minutes pour trouver une garde pour mon fils parce que mes filles étaient à l'école, mais mon fils, je l'avais encore avec moi. Et du coup, j'avais une super bonne amie à l'époque. Qui prenait mon fils, qui me disait allez vas-y viens, bon c'est pas grave bichounette, t'inquiète, vas-y moi je le prends le petit, tu auras ton permis. Et vraiment grâce à elle, parce qu'elle c'était une fille comme moi, pas jalouse envers les gens et tout, grâce à elle j'ai eu mon permis. Et du coup je paye à peu près 390 €, donc à 10 € près 400 € par mois. Donc le 15 c'est sûr j'ai plus de sous et c'est ma mère qui va m'aider tout pendant 7 mois. J'ai passé mon permis en traditionnel, mais je me suis dit il faut que j'accélère la chose parce que
J'ai mis 7 mois pour avoir mon permis. J'étais très déterminée comme jeune fille, comme jeune femme. Et du coup, en 7 mois, j'ai eu mon permis. Donc vraiment la détermination. Quand on peut, quand on veut, on peut. Peu importe la situation, quand on veut s'en sortir, on peut s'en sortir. Et voilà, et donc pendant ce moment de galère, ces 7 mois-là, ce garçon-là va rester quand j'ai des sous, quand j'ai plus d'argent. Il va partir chez sa mère, donc je vis vraiment la galère toute seule. Donc je mangerai la galère avec mes enfants, mais mes enfants, et je leur ferai jamais sentir la galère. Voilà, et donc je promets à ma mère avant ses 3 ans que je quitterai ce garçon. Moi, je veux pas que mon fils y reproduise ça, c'est chez une femme. Et je décide de le quitter, donc c'est dur. Dépendance affective, c'est très dur, donc je l'aime plus, mais je peux pas vivre sans lui. J'ai 23 ans, donc je décide de rester seule. Toutes les nuits, il frappe dans ma porte. Ma porte, elle est à 2 doigts de céder à chaque fois parce qu'elle tremble, elle bouge et tout. Enfin, je me dis, oh là là. Donc je tiens la porte et tout, j'ai vraiment peur, je me mets derrière la porte. J'ai peur qu'elle casse vraiment, mais bon. Dans cette paire de mois-là, je suis fatiguée. Franchement, que ça soit physiquement, parce qu'ils me laissent pas dormir de la nuit. Mes enfants, ils arrivent à dormir, je sais même pas comment. Moi, j'arrive pas à dormir, j'ai peur, je vis avec la peur au ventre, la boule au ventre, le stress. Enfin, vraiment, je suis fatiguée psychologiquement, physiquement. Enfin, vraiment, c'est une galère, quoi. Donc, je lui laisse une chance. Il vit chez moi. Il m'insulte. Enfin, il fait le barbeau, quoi. Il fait le malin et tout, et plus tard, je décide d'aller en soirée chez une amie et il me dit, bah, tu prends les enfants. Je dis, ok, y a pas de souci, on les couche, parce qu'elle a aussi des enfants, donc on les couche dans une chambre et tout, on boit, on rigole, voilà. Donc je vais rentrer chez moi. Je vais lui annoncer que je l'ai trompé, mais je suis enceinte. Je l'ai trompé, mais je suis tombée enceinte. Donc je lui annonce, il se met dans des états pas possibles, il pleure, il se met un couteau sous la gorge, il est au bout de sa vie, il veut mourir, il veut se tuer parce que je suis enceinte. Et en même temps, je lui dis, mais on n'est plus ensemble en fait, donc il me dit, non, tu peux pas me faire ça et tout, il faut que t'avortes, tu peux pas faire ça et tout, tu peux pas me faire ça à moi. Donc j'accepte d'avorter, Le soir, bon, ce soir, bah, je vais avorter le 5 février 2016. Oui, 2016. Le 5 février 2016, je vais avorter. C'est un cachet. Voilà, donc là, à ce moment-là, je suis triste parce que je sais que j'ai un enfant dans mon ventre, bon, avec un garçon qui est amoureux de moi quand on était plus jeune, gamin. Mais ce garçon-là, il n'a pas de situation non plus, hein, c'est un voyou, enfin voilà. Je suis triste que je dois avorter, mais je me détache de cette situation-là. Je sais pas, cette sensation d'être là, mais être loin de tout. Voilà, à ce moment-là, je suis comme ça intérieurement. Donc je décide d'avorter. Et après ça, avant ça, enfin, je décide d'avorter, mais je suis pas encore partie au planning. Et ce garçon-là, le soir, où je dis, ok, je vais avorter. Donc le soir, il dit, oh, ben, je peux passer la soirée, voir mes enfants et tout, lui jouer beaucoup sur les enfants. Je dis, ok. Et dès l'instant qu'il rentre chez moi et tout, il fait vraiment le mec méchant, quoi. Il commence à m'insulter tous les noms et tout, nanani, nanana. Dans la cuisine, il commence à crier. Il était un peu sous alcool ce jour-là. Un peu ou beaucoup, je sais pas, j'étais pas là pour voir comment il avait bu. Et il essayait de m'effrayer et tout, mais je le regardais. Après, c'était que des mises en scène en vrai. Hein. Je le regardais, il faisait son cirque et puis moi, je faisais la vaisselle. Enfin, c'était vraiment... j'étais détachée de tout à un moment. Aujourd'hui, j'en rigole, mais j'en rigolais pas. Hein. Enfin, et souvent, quand je rigolais de nerfs, il me tapait parce que je rigolais, mais c'était nerveux. Et... quand je parlais, il me tapait. Quand je parlais pas, il me tapait pas. Donc, dans tous les cas, s'il m'insultait, je répondais pas, il me tapait. Si je répondais, il me tapait. Donc, dans tous les cas, il me tapait. Donc, après, j'étais rebelle envers lui un moment. Et à la fin, j'étais vraiment rebelle. Et là, il me dit, il me tape et il me menace. Il me dit qu'un jour, ma tête, elle va traverser la carreau de la vitre. Donc là, je regarde la vitre et
Et je réfléchis, je me dis, mais le jour où ma tête va traverser la vitre, ok, ma tête à travers, j'accepte. Mais comment je vais faire pour la faire rentrer dans la cuve, enfin ressortir ma tête? Donc là, ça va me casser mon artère, je vais me vider de mon sang, donc je vais mourir. Ok, d'accord. Enfin, tout était calculé avec moi. Avec un homme comme ça, tu vis sous tout calculé. S'il me tape là, je vais me cogner là, donc je peux me faire mal. Moi, je calculais tout pour pas qu'il m'arrive quelque chose de dramatique. Et ce soir-là, il me dit qu'un jour, ma tête, elle va passer la fenêtre, hein, la vitre. Et on se prend fort la tête. Il prendra ma fille parce qu'elle pleure. Il fait ça devant les enfants. Donc ma fille, elle est petite. Il va la prendre et il va la suspendre du 6e étage dans le vide. Et là, je vais crier mon enfant, je vais le pousser, ça va pas. Enfin, franchement, ça c'était le déclic de la séparation. Il aurait pas fait ça, ça se trouve, je serais encore avec. Je sais même pas. Mais en tout cas, le fait qu'il ait fait ça, j'ai dit c'est mort. C'est mort, c'est terminé. Ma fille, j'ai vu ma fille dans le vide, mais il aurait eu une crampe à la main où il aurait lâché. Mon enfant, je le voyais tomber, quoi, du 6e étage. C'était un choc. C'était un gros choc. Donc cette nuit-là, je m'occupe de ma fille. Elle est en état de choc, mais je m'en occupe, manger, dormir. Enfin voilà, ma fille. Après ça, ma fille, ça lui a fait un choc traumatique en fait. Et il n'en coulera rien de bon après de mon enfant. Jusqu'à une certaine période. Et donc là, ce soir-là, cette nuit-là, je vais prendre des coups dans le visage. Il va me taper fort dans le ventre. Il va essayer de me faire un avortement maison. Voilà, il va me jeter dans un radiateur, une table basse. Enfin, vraiment, et je le vois. De toute façon, quand il est énervé comme ça, il tremble de la lèvre et tout. Je vois vraiment, je vois qu'il est possédé, le gars. Franchement, clairement, regard tout noir. Je vois que il est animé, quoi. Et je le vois moi-même. Et donc voilà, j'avorte, etc. Donc, mais même si j'avorte, ça va pas rétablir mon couple. Hein. Lui, il fait genre, oui, ça va rétablir, mais ça rétablira jamais. C'est pas vrai, c'est juste du pipeau. Alors voilà, j'avorte et puis ça rétablira pas. Donc on est séparés. Et il y a un grand, très respecté. Je vais l'appeler, je vais lui dire, il est chez moi, il veut pas partir. Donc il m'a tabassé toute la nuit, donc je vais le faire voir au gars, au grand qui va me défendre. Il va l'interdire, il va me voir comme ça, donc il va faire fuir l'homme de chez moi, il va l'interdire de l'immeuble, parce que cet homme-là, il a beaucoup de pouvoir dans le quartier. Donc voilà, il l'interdira de l'immeuble. À ce moment-là, je suis perdue. J'ai perdu une grossesse, je suis seule avec 3 enfants, donc 4 ans, 2 ans et 1 an à peu près l'enfant. Moins d'un an. Je me suis séparée, mon 3e, il avait 8 mois. 8 mois aussi, fin octobre 2015. Donc voilà. Donc là, je me retrouve toute seule avec 3 bébés. Clairement, bon, la petite de 4 ans, c'est une petite fille, mais vraiment petite, quoi, 4 ans. Mais je me dis, c'est pas plus mal, car déjà, avorter, ça me fait lourd, ça me hante, hein, mes pensées, je me sens vide, je me sens triste. Mais je me rassure parce que 4 enfants toute seule, ça aurait été impossible pour moi, quoi. À mon âge, j'avais 23 ans, c'était pas possible. Donc, la personne, donc cet homme qui m'a aidé, va mettre mon cousin chez moi pour garder des armes à feu, tout ça, que je mettrai chez ma mère parce que j'ai peur que la police arrive chez moi et je perds mes enfants. Voilà, donc avec ce garçon-là, j'aurai une relation parce qu'il m'a mis mon cousin chez moi pour me défendre, soi-disant. Mais le gars, il vit chez moi. Tous les soirs, on regarde la télé ensemble et tout. Donc, à un moment, on tisse un lien. Hein. Donc, voilà. Ce garçon-là, il dit oui, en gros, oui, c'est bon, on est ensemble et tout, nanani, nanana. Mais en fait, à un moment donné, je vois sur son téléphone, moi, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit, va regarder son téléphone. Je regarde son téléphone, je vois une femme qui envoie une photo, elle est enceinte. Donc je vois que très bien qu'il est avec une fille aussi, et ce garçon-là aussi, je vais tomber enceinte. Donc là, j'ai des grosses représailles, hein, des grosses pressions, pas des représailles, mais des pressions. Je peux pas être enceinte, le gars là, son grand cousin, il est réputé, je peux pas faire un enfant avec
quelqu'un de sa famille. Enfin voilà, c'est vraiment... Donc j'avorte, mais ça c'est par aspiration, j'ai dépassé le terme. Je vais forcer, je vais dire non, madame, si j'accouche, c'est sous X, ça va être un enfant abandonné. Enfin vraiment, je leur mets un coup de pression au planning familial, ils acceptent. Ils acceptent, mon terme dépassé, il est d'1 semaine, donc c'est énorme. Ils acceptent, donc je vais faire l'avortement par aspiration, c'est horrible, hein. Je ferai... j'ai frôlé la mort. J'ai fait une hémorragie et au réveil, je suis intubée, je sais pas si c'est normal, et j'ai 6 de tension. Et la dame m'a dit, on n'a pas pu vous poser le stérilet parce que vous avez fait une grosse hémorragie. Vraiment, ils ont eu peur, quoi. Pour un simple avortement, au final, ils ont vu que c'était, enfin, ils m'ont dit que c'était horrible, enfin, qu'il s'était passé vraiment quelque chose d'extrême, quoi. Donc voilà, ils ont été aux petits soins. Je suis pas ressortie comme ça ambulatoire. Ils ont bien attendu des heures et des heures. Moi, je comprenais rien. Je dis c'est bon, je veux rentrer chez moi. Déjà, je suis mal dans ma tête. Je suis mal. Je vois des gens qui me parlent. J'ai pas envie de parler. Enfin, bref, voilà. Ah oui, et on a tenté de m'empoisonner aussi. Il y a une voisine. Un jour, ma mère elle m'appelle. Elle me dit j'ai fait un rêve et il y a quelqu'un qui va te ramener un gâteau, mais surtout le mange pas. J'ai vu dans mon rêve qu'il est empoisonné. Et du coup, quand elle me dit ça, même pas 3 heures après, ça toque chez moi. J'ouvre la porte, on m'offre un gâteau. On m'offre un gâteau. Et j'appelle ma mère, je lui dis, le gâteau, il est chez moi. Elle commence à crier, jette-le à la poubelle. En tout cas, voilà. Et j'étais choquée, franchement, j'étais choquée. J'en rigole parce que je suis encore choquée. Je suis choquée. Donc, dans la nuit du 14 au 15 août, que j'ai avorté, il y a un homme qui vient chez moi sonner, qui me dit, ton ex, il est en prison, tu vas le voir. Je dis, non, je vais pas le voir du tout. Il me dit d'accord, en fait c'est juste pour voir si j'étais célibataire ou pas maintenant que je vois avec le recul. Donc ce garçon là je vais lui dire non je vais pas le voir, il se débrouille, je suis plus avec, c'est un homme, il fait des bêtises, il assume, hein. Donc voilà, après donc cet homme là qui va me dire ça, il va m'harceler pour sortir avec moi, il va me dire qu'il est plus avec son ex, qu'elle est folle, qu'elle le traque, qu'elle veut pas le lâcher, qu'il est célibataire et pendant 3 mois, 2 mois pleins, il va dormir devant ma porte. Le mec, à un moment, je me dis, il est SDF ou c'est comment? Donc, à un moment donné, je dis, bon, j'accepte de te croire et tout, donc je sors avec. Je sors avec juste pour me sentir en sécurité, hein. Parce que vu que l'ex qui est en prison, quand il va ressortir, il a peur de ce garçon-là, je me dis, au moins, comme ça, je suis en sécurité, je peux plus me toucher, quoi, en fait. Donc voilà, et cet homme-là, il s'avère que c'est un pervers narcissique. Il va me faire déménager pour le bien de notre couple. Je vais hors de Reims, dans une autre ville. Il va me monter la tête. Donc sa copine, elle m'appelle. Elle commence à m'insulter, chose que je comprends totalement. Elle commence à m'insulter, à me dire non, lui c'est mon mari et tout. Parce qu'ils sont mariés religieusement côté musulman. Donc elle commence à dire, c'est mon mari, il me trompe avec toi. Enfin, il commence à péter un câble. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Il m'a dit que t'es folle, redescends sur terre, il veut plus de toi. Moi, je dis des trucs méchants comme ça et tout. Et du coup, à un moment donné, on part de Reims parce qu'il me dit, ouais, elle est trop folle et tout, elle nous traque. Vas-y, on part de Reims. Donc on part de Reims, on va dans une ville à côté. Et j'habite une maison qui coûte 850 € le loyer, chose très très chère à l'époque. Je travaillais même plus, donc manque d'argent, je suis en galère encore. Donc je décide de déménager dans un loft qui est beaucoup moins cher, qui est à mes frais, à 550 € le loyer, donc c'est bon. Mais par contre, le problème, c'est que ce garçon-là, il m'a cassé ma voiture. Il m'a renversé de l'Oasis ou du Fanta, enfin une boisson du McDo sur mon tableau de bord. Et vu que j'avais une voiture électrique, avec la centralisation plutôt électrique, parce qu'elle marche à l'essence, et ça fait que tout le réseau électrique de ma voiture clignotant, comment on démarre la voiture, ça centralise, tout ça était cassé. Le BSI, donc le cerveau électronique de la voiture, était grillé. Donc voilà, j'avais plus du tout de voiture, j'étais à pied, donc j'avais pas de camion, j'avais rien. Donc la chose que je vais trouver quand je vais déménager, je vais dire 100.
Bah, j'ai peut-être un peu de tristesse, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, je me dis, allez, je donne tout à Emmaüs. Il y a des plus pauvres que moi, il y en a. En fait, j'essaie toujours de relativiser. Il y a toujours pire. Il y a des gens, je vais faire leur bonheur. Moi, je pourrais racheter. Moi, je suis comme ça. Ça se trouve, c'est une vieille mamie, elle a pas de sous. Ou quelqu'un des sans-papiers. Ou quelqu'un qui a pas de sous. Ou voilà. Et moi, je peux encore travailler. J'ai des jambes, je suis en bonne santé. Donc voilà. Je pourrais racheter des meubles. Donc, je vais tout donner à Emmaüs.